Connaîtra-t-on un jour l'origine du SARS-CoV-2, le nom officiel du nouveau coronavirus? L'enquête de l'OMS est-elle crédible et comment les scientifiques font-ils concrètement pour remonter à la source des virus? On va tenter d'y voir plus clair avec Antoine Mondaz. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, professeur à Sciences Po Paris, fin connaisseur donc de la vie politique chinoise. Avec nous également Marie Zins, bienvenue à vous. Vous êtes professeur de santé publique, directrice scientifique de la cohorte Constance, qui est menée par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Avant de vous donner la parole à tous les deux, on va donc revenir sur cette enquête des experts de l'Organisation mondiale de la santé dont on a beaucoup parlé. Ils ont finalement pu enquêter sur place pendant 4 semaines à Wuhan. Le récit est signé Guillaume Villadier. Aucun animal identifié, aucune idée du point de départ de l'épidémie, aucune trace du virus avant décembre 2019. En quittant Wuhan après 3 semaines d'enquête, les experts de l'OMS avaient reconnu que leur conclusion n'apportait aucune réponse définitive sur les origines de la pandémie. À peine s'était-il risqué à écarter l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Un incident de laboratoire est hautement improbable. 4 jours après, même ce semblant de réponse est balayé, et par le patron de l'OMS lui-même. Après avoir parlé avec certains membres de l'équipe, je souhaite confirmer que toutes les hypothèses restent sur la table et nécessitent des analyses et des études supplémentaires. En guise de pas de réponse définitive, l'enquête de l'OMS n'apporte donc au final aucune réponse du tout. Une fois rentrés chez eux, loin de Wuhan, les enquêteurs sont un peu plus loquaces. Le ton reste diplomatique, mais on comprend bien que les Chinois ne leur ont pas laissé accéder à toutes les données. Dans un monde idéal, on passerait en revue patient par patient. C'est ce que nous appelons une liste de lignes. Et c'est la pratique courante pour une enquête sur une épidémie. Dans cette situation, les Chinois nous ont donné des résultats. Nous aimerions, je suppose, recevoir les données brutes. Nous voulons plus de données. Nous avons demandé plus de données. Donc oui, il y a un ensemble de frustrations, mais aussi d'attentes réalistes. À Washington, la Maison-Blanche ne cache pas sa perplexité et demande elle aussi à la Chine de fournir plus de données. Mais Pékin perd patience et suggère plutôt à l'OMS d'orienter ses recherches vers les États-Unis. Nous espérons que les États-Unis, comme la Chine, adopteront une attitude ouverte et transparente et inviteront des experts de l'OMS à effectuer des recherches et des études aux États-Unis. La recherche de la vérité tourne donc une fois de plus à la joute diplomatique. Difficile dans ces conditions d'imaginer qu'on remonte réellement un jour à la source de la pandémie. Antoine Mondaz, diriez-vous que la Chine est la grande gagnante après cette mission ? Alors, je ne sais pas si elle est la grande gagnante, mais en tout cas, l'objectif très clairement affiché par la Chine, c'était de contrôler au mieux sa communication et de faire de cette mission de l'OMS en Chine, puisque la Chine refuse de parler d'une enquête, un élément supplémentaire pour alimenter son récit national. Le récit national, il est évidemment que le système politique chinois a été le plus à même à répondre à cette pandémie, et cela explique notamment l'agacement aujourd'hui des autorités chinoises qui n'acceptent pas les critiques qui sont apportées. Or, les critiques, elles sont tout à fait fondées, puisqu'aujourd'hui, il y a une véritable asymétrie dans l'accès à l'information. En Chine, les données scientifiques subissent un contrôle politique, alors qu'à l'étranger, même s'il peut évidemment y avoir également des problèmes d'accès à l'information, les données sont beaucoup plus facilement accessibles. Et c'est justement cela, notamment, que la Chine essaye d'utiliser en continuant à mettre en avant différentes hypothèses. Par exemple, que le virus serait non seulement né, mais que la pandémie aurait débuté à l'étranger. On parlait à l'époque des États-Unis, puis de la France, de l'Espagne, de l'Italie. Et ces dernières semaines, les médias chinois parlent avant tout du Cambodge. Restez avec nous, Antoine Mondaz. On revient vers vous dans quelques instants. Marie Zins, au-delà de toute considération politique, ces chercheurs, ces experts qui étaient sur place, comment font-ils concrètement? Parce que le marché aux animaux de Wuhan, on peut y retourner plus d'1 an après, il n'y a plus aucune trace. Comment on peut dire que c'est hautement improbable que ça vienne d'un laboratoire, comment on dit, P4, c'est ça, donc haute sécurité? Oui. Alors, moi, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé en Chine, mais effectivement, quand on ne peut plus chercher le virus parce qu'on l'a éradiqué, il y a une autre façon de chercher, c'est les traces du virus qu'il peut laisser dans le corps humain, et notamment les anticorps.
Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait en France, hein, à partir de la cohorte Constance, qui est une cohorte de 200 000 volontaires, hein, financée par le programme gouvernemental des investissements d'avenir. Et c'est sur ces 200 000 personnes, on recueille depuis 2018, hein, tous les jours, on recueille du sang. Et ce sang, on le met dans des cuves d'azote liquide, dans l'idée qu'il pourrait servir à un moment donné. Oui, ça peut servir à savoir quel est l'impact d'un régime vegan, par exemple, sur la santé. Ça peut servir à savoir l'impact du tabac. Donc, en l'occurrence, là, vous en êtes servi pour savoir quoi? Pour savoir quand est-ce que ce virus est arrivé en France? Absolument. On s'est dit, tiens, ça serait très intéressant de retourner, de sortir ces échantillons de sang et de regarder s'il y a des anticorps anti-SARS-CoV-2 dans ces échantillons pour voir jusqu'à où on peut remonter dans le temps, puisqu'on a ces échantillons depuis fin 2018. Et donc? Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a tout d'abord sorti janvier, février, mars. Et puis, il y avait tellement de personnes qui avaient des anticorps qu'on est remonté encore 2 mois avant. Et là, effectivement, on a retrouvé des personnes qui avaient des anticorps. Novembre 2019. Novembre, même la première semaine de novembre, on a retrouvé des personnes qui étaient positives. Et on peut imaginer que vous auriez pu remonter encore plus tôt? Oui, on pourrait. Donc, on va sans doute le faire avec de nouveaux financements. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces personnes, parce que ce sont des tests, donc on ne sait jamais, il peut y avoir des erreurs, et bien sur 13 de ces personnes qui étaient positives, on est retourné auprès d'eux pour les interviewer, pour savoir s'ils avaient été malades, si autour d'eux il y avait des gens malades, ou s'ils avaient fait des voyages, et notamment en Chine, en Italie. Mais on se souvient que notamment en octobre-novembre 2019, il y a des athlètes français qui reviennent des Jeux militaires de Wuhan. On imagine que vous avez essayé de... Nous, on n'a pas encore fait le lien, mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ces positifs, il y a un jeune homme qui a fait un voyage de 2 mois en Chine et qui est revenu en décembre avec effectivement des taux d'anticorps qui étaient très importants. Alors, il y a une question que je vais poser à tous les deux, l'une d'un point de vue scientifique, ça sera juste après, mais d'abord sur le plan politique. À quoi ça sert de connaître l'origine d'un virus scientifiquement et politiquement pour vous, Antoine Bondaz? Franchement, qu'est-ce que ça change, vu l'état du monde aujourd'hui, de savoir que c'est parti de Chine ou que c'est parti de tel ou tel pays? Alors, il faut bien comprendre que l'objectif vraiment de la mission de l'OMS, ce n'est pas tant de rendre la Chine responsable, mais bel et bien de mieux comprendre cette pandémie, l'origine du virus, pour mieux lutter et prévenir les prochaines. Mais là, je laisserai évidemment Madame l'expliquer et le rappeler. Oui, mais Antoine Bondaz, je vous dis ça parce qu'on a le sentiment que les autorités chinoises disent ne nous incriminez pas, c'est pas de notre faute si on a une crise mondiale, à la fois sanitaire et économique. Pour une raison simple. En fait, ce que font les autorités chinoises depuis déjà février 2020, c'est extrêmement ancien, c'est entre guillemets d'essayer d'inverser les responsabilités. La Chine a très fortement été critiquée à partir du mois de janvier, du mois de février, pour ne pas avoir réagi suffisamment rapidement et surtout pour avoir potentiellement caché pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, quelques informations extrêmement importantes, notamment la transmission interhumaine du virus. Et les autorités chinoises qui ont été présentées comme responsables, entre guillemets, de la pandémie, parfois à l'excès lorsqu'on a politisé cette question, notamment lorsque, par exemple, l'administration Trump parlait volontairement de virus chinois, etc. Les autorités chinoises essayent de renverser, entre guillemets, la responsabilité et de faire, non pas de la Chine la responsable de cette pandémie, mais un pays responsable face à la pandémie, d'en faire un modèle pour les autres pays et d'en faire, c'est les éléments de langage officiel, le premier pays qui a été capable d'identifier le virus, de prendre conscience de la pandémie et de prendre des mesures fortes. C'est entre guillemets cette inversion des responsabilités, si je peux le dire, que les autorités chinoises essayent de mettre en scène déjà depuis plus d'1 an. Voilà pour la dimension politique. D'un point de vue scientifique, est-ce que ça sert franchement de savoir à quel moment le virus est arrivé en Italie, en Nouvelle-Zélande, en France? D'un point de vue scientifique et d'un point de vue de santé publique. Parce que donc il y a la phase épidémique et donc on sait, c'est ce qu'on vit, les malades, les réas, tout ça. Mais finalement la question est, est-ce qu'avant cet épisode épidémique, est-ce qu'il y avait de la circulation du virus en France? Et donc une meilleure connaissance de ces cas avant la pandémie permet de mettre en place des systèmes de surveillance, des systèmes d'alerte et faire de la prévention. Donc nous, on peut faire de la prévention là-dessus, mais naturellement, l'origine du virus, c'est pas en France qu'on peut travailler dessus. Alors il y a la cohorte Constance, mais au-delà, comment traque-t-on les virus quand on est scientifique? Alors moi, en tant que santé publique, on a traqué sur la cohorte Constance. Il y en a d'autres qui ont fait des analyses sur les échantillons des donneurs de sang, sur des fonds de tubes. C'est surtout à notre niveau là, c'est vraiment surtout sur du sang, du plasma, de rechercher les anticorps. Est-ce que vous servez des datas? Parce qu'on sait par exemple que chaque année, pour le virus de la grippe, pour savoir quelle est la nouvelle souche qui va arriver en Europe, on se base sur ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud.
Vous vous servez aussi de ces données? Pour le moment, non, parce que c'est un petit peu tôt pour cette épidémie. Ce que fait, donc, il faut voir qu'il y a deux types de recherche. Il y a la recherche sur le virus et ses variants et la façon dont il se modifie. Donc, c'est surtout de ça. Donc, nous, en santé publique, c'est vraiment les infectiologues, la recherche génétique sur le virus. Et puis, il y a cette recherche que nous, on fait plus de santé publique sur comment ça se passe au niveau de la population. Et là, effectivement, tout ce qu'on est en train de mettre en place et qu'on retrouve aussi en Italie. En Italie aussi, on retrouve que le virus a circulé dès le mois d'octobre, novembre. Et les Italiens mènent eux aussi leur enquête. Et en Espagne aussi, donc en Europe, il faut qu'on se mette ensemble, effectivement, pour essayer de traquer les circuits de transmission du virus avant que se déclenche l'épidémie. La question va peut-être vous surprendre, Marie-Zins, mais est-ce que vous sentez-vous, en tant que scientifique, que c'est compliqué de travailler sur ce SARS-CoV-2, encore une fois, pour reprendre son nom officiel? Nous, à notre niveau, c'est pas compliqué parce que il n'y a pas d'enjeu géopolitique en tous les cas en France. On l'a pas senti. Toutes ces études, elles se sont faites financées par le ministère, par Santé publique France, et donc ça s'est passé sans aucun souci. Mais on sent bien qu'au niveau géopolitique, c'est un vrai problème, alors qu'on a plus que jamais besoin de multilatéralisme pour lutter contre ce virus. Ouais. On ne sait pas, vous n'êtes pas médecin, vous êtes professeur de santé publique, mais est-ce qu'on pourrait savoir un jour le nombre de décès imputés à ce virus entre l'automne donc et le début du confinement le 17 mars? Je pense qu'on va pouvoir se rapprocher. Un nombre précis, c'est compliqué parce que les causes de mortalité, c'est compliqué aussi à coder. Voilà, mais je pense qu'on va pouvoir effectivement se rapprocher d'un nombre de décès qui se rapproche de la réalité. Antoine Bondas, vous l'avez esquissé, hein, bien entendu, l'OMS est devenu, on a le sentiment, un enjeu de bataille entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump, vous le disiez, a accusé au fond l'OMS d'être de connivence avec la Chine, de la protéger même. Aujourd'hui, Joe Biden a réintégré l'OMS. Qu'est-ce que ça change, l'arrivée d'une nouvelle administration? Alors, à très court terme, ça ne change pas grand-chose. C'est évidemment une bonne chose que les États-Unis rejoignent des initiatives multilatérales. On le voit sur l'OMS, on l'espère sur le COVAX dans les jours ou les semaines à venir. Ce qui est intéressant, c'est que du côté chinois, premièrement, on a beaucoup critiqué l'administration Trump pour avoir quitté l'OMS, et maintenant on critique l'administration Biden pour y être revenu sous prétexte, par exemple, c'est l'argument chinois, que les États-Unis essaieraient d'influencer l'OMS. Alors la question de l'influence des différents pays au sein de l'OMS, elle se pose depuis de nombreuses années et c'est tout à fait normal. La Chine a une influence sur l'OMS, mais comme d'autres pays, le principal problème de l'OMS, et c'est un problème propre à toutes les organisations internationales, c'est que son mode de fonctionnement repose sur le bon vouloir et la souveraineté des États membres. Et si demain la Chine ne souhaite pas fournir des données, et c'est indirectement ce qu'elle fait. Par exemple, les officiels chinois ont une chronologie des événements extrêmement fine depuis janvier-février 2020. Ils refusent, par exemple, de regarder sur les prélèvements sanguins, sur les scans thoraciques, s'il y avait potentiellement des cas de Covid-19 à partir du mois d'octobre et de novembre. Ça, l'OMS, évidemment, ne peut pas l'imposer, ne peut pas de force aller en Chine et demander, évidemment, l'accès à ces données. C'est une problématique, ça, Marie-Zins? Oui, mais je pense qu'ils le font. Après ça, qu'ils ne laissent pas accès aux données, mais je pense qu'on peut... Ils le font certainement. Après ça, dans 10-15 ans, peut-être on saura un petit peu ce qui s'est passé. Vous auriez voulu y être, vous, à Wuhan, avec vos équipes, pour enquêter? Ah bah oui, c'est un terrain tout à fait passionnant pour enquêter, bien sûr. Merci beaucoup, Marie-Zins, d'avoir répondu à nos questions. Et merci beaucoup, Antoine Bondas, également, pour votre éclairage donc, sur les enjeux dans cette affaire.